Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, la chaîne qui parle des coulisses du monde de la vulgarisation sur internet. Moi c'est Viviane et je fais des vidéos de science sur ma chaîne Syllabus et ici sur Syllabus Plus, on parle de l'envers du décor. Aujourd'hui, j'essaie de répondre à une question de Kerven Desrosiers, si je prononce bien, qui demande comment marchent les collabs entre youtubeurs, qui fait quoi, qui écrit le texte, et ce qu'il advient de la monétisation. Donc je vais vous expliquer comment se passent les collaborations avec moi du moins, et je pense que dans le monde francophone de la vulgarisation, c'est assez représentatif. Alors il y a deux grands types de collaborations auxquelles on pourrait penser, même si ça peut se décliner de plein de façons différentes. Mais commençons par le premier type, celui que j'appellerais les vraies collaborations. Si on met de côté les experts que j'ai pu interviewer, on s'intéresse uniquement aux collaborations avec des youtubeurs, donc sur ma chaîne spécifiquement. J'ai eu l'occasion de faire des collabs avec Manon Bril, Laurent Turcot, Léo Grasset, Monsieur Caron, et il y en a d'autres en préparation. Et dans toutes les collaborations que j'ai pu faire jusqu'à présent, ce sont des personnes que j'avais déjà rencontrées en personne, ou au moins avec qui j'avais déjà échangé à bâton rompu sans avoir une collaboration derrière la tête en amont. C'est ça que j'appellerais des collaborations organiques, dans le sens où la relation humaine entre nous ne s'est pas créée dans un but de travail en premier lieu, mais est devenue, par après, une relation de travail également. Ça, c'est la façon la plus simple de faire, parce qu'on se connaît déjà, on a déjà une idée de ce que ça va donner de travailler ensemble, et on est sur une relation d'échange que je trouve très saine. Et il y a plein de personnes encore avec qui j'aimerais collaborer, parce que ce sont des personnes que je trouve intéressantes, mais il faut trouver une idée qui fait que c'est la collaboration qui apporte une saveur supplémentaire à la vidéo. Une collab pour une collab où ça n'apporte rien de plus, c'est pas très intéressant. Un autre facteur, c'est que je suis au Québec et dans tous les vidéastes de vulgarisation, ils sont quasiment tous en Europe, donc ça complique énormément la tâche. Mais donc, comment ça se passe? La première étape, évidemment, c'est que on se parle. Un de nous a une idée de sujet en tête, la propose à l'autre, et on essaie de voir comment l'autre pourrait apporter quelque chose de différent ou de supplémentaire. Seconde étape, on détermine comment la collaboration peut se concrétiser. Est-ce qu'on fait une vidéo, deux vidéos, une chacun, qui fait quoi, bref, on se parle. Et dans toutes les collaborations que j'ai pu faire, du moins au moment où j'écris ce script, on a toujours fait une vidéo chez l'un et une vidéo chez l'autre. Et ça répond d'ailleurs à la question de la monétisation. S'il y a une collaboration sur chacune des chaînes, chacun a sa monétisation et l'affaire est réglée. Pour les fois où il y a une collaboration qui est que d'un seul côté, ça se produit souvent quand il y a un déséquilibre, c'est-à-dire un gros youtubeur et un petit youtubeur qui collaborent, et ce serait le petit qui ferait une intervention chez le gros parce que au moins ça amènerait de nouveaux spectateurs sur sa chaîne à lui ou à elle, et dans ce cas-là, le petit n'aurait pas de monétisation, mais un afflux de spectateurs. Après, c'est pas une règle absolue de faire comme ça, l'inverse marche aussi. Dans ma vidéo sur le marathon, Manon Bril, qui a une plus grosse chaîne que la mienne, a fait une intervention, alors que moi j'ai rien fait sur sa chaîne à cette époque-là, et à aucun moment elle ne m'a demandé la moitié de ma monétisation, ça ferait aucun sens. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la monétisation à l'échelle des vidéos de vulgarisation, en tout cas à mon échelle à moi, c'est de l'argent de poche, on se bat pas pour ça, serait ridicule. Moi je suis plus intéressée par le fait de fournir un contenu nouveau que par la monétisation associée. Ce serait très réducteur vis-à-vis de notre travail de considérer que les collaborations sont faites pour des raisons monétaires. Une collaboration, il faut se mettre ça en tête que son objectif premier, c'est pas l'argent que ça va dégager, c'est mauvais pari, mais plutôt d'apporter un contenu différent et de faire progresser les deux chaînes en termes de nouveaux spectateurs. Alors oui, plus de vues amène plus de revenus supplémentaires, mais c'est peanut, franchement. Troisième étape, on écrit les deux scripts où chacun amène sa patte. Alors souvent, l'écriture se fait en sections, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est à quelqu'un et une autre partie qui est à l'autre, avec éventuellement un ping-pong entre les deux. Parce que les scripts qui sont vraiment écrits à deux personnes, c'est vraiment plus difficile. Écrire à quatre mains un même texte quand on n'a pas forcément le même style, la même approche et qu'on n'est pas dans la même pièce, c'est hyper dur et très long. Donc souvent, on sépare plutôt en sections claires dans chaque vidéo où chacun a sa partie. Quatrième étape, on tourne et puis on monte, évidemment, comme d'habitude. Souvent, chacun est responsable de son montage pour sa vidéo à lui, mais c'est selon chacun. Si je fais une collaboration avec une artiste ou un artiste, je pense que cette personne gardera la main sur sa section, même si c'est dans ma vidéo. Cinquième étape, publier. Alors évidemment, si c'est une collaboration avec une vidéo sur une autre chaîne, on essaie de publier en même temps pour être cohérent. Puis souvent, en plus, il y a un fil rouge entre les deux vidéos, justement pour ce qui est un incitatif pour les spectateurs à aller découvrir la chaîne de l'autre. Et puis voilà, c'est fini. C'est aussi simple que ça.
Ça, c'est ce dont j'ai eu l'expérience moi, mais il existe tout un tas de façons de collaborer différentes. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a personne qui a écrit de règles. Et à chaque collaboration, la première étape, c'est justement de discuter ensemble pour évaluer ensemble comment est-ce qu'on fait ça. Ça, c'est ce que j'appelle des vraies collaborations, dans le sens où les deux parties participent au contenu des vidéos. Mais il y a aussi les apparitions, ce qu'on appelait pendant un temps les caméos. Et par exemple, j'ai fait une apparition chez Fulloscopy, chez Science for All, chez Balade Mentale, Smarter Everyday, Hygiène Mentale en quelque sorte, et encore d'autres, probablement que je n'ai plus en tête à ce moment-là. Et là, c'est différent. Hein. Pour les apparitions, en général, le texte est déjà écrit par la personne qui demande une apparition, et la personne qui doit apparaître n'a qu'à se filmer et à dire le texte, ajusté dans ses propres mots, pour que ce soit pas bizarre, et puis c'est tout. Aucune monétisation n'est partagée. Encore une fois, je n'imagine même pas que l'on puisse demander une partie de la monétisation pour ça. Donc, je précise que je parle vraiment du monde de la vulgarisation. J'ai aucune idée de comment ça se passe, par exemple, pour les chaînes de fiction ou d'humour, parce que là, les apparitions, en fait, c'est des acteurs, et leur métier, c'est de camper des rôles. Donc, apparaître dans une vidéo, chez eux, c'est probablement différent puisque c'est leur métier, et là, j'ignore comment ça se passe. Bref, tout ça pour dire que les collaborations, en général, c'est surtout des relations humaines assez simples, sans aucun échange monétaire, mais avec, on l'espère, un partage d'abonnés. C'est aussi une partie des raisons pour lesquelles on fait des collaborations. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Pour ceux qui ont eu l'expérience d'autres types de collaborations, n'hésitez pas à l'exprimer en commentaire, et si vous avez des questions, encore une fois, c'est en commentaire que ça se passe. On se retrouve lundi prochain, à la prochaine. Bye.